Salut, c'est Eric. Eh ben c'est Quentin. Bienvenue dans Click Talk. Talk. Let's go. Walk it like I talk it. Walk it like I talk it. You walk it like I talk it. Walk it like I talk it. Hey. Bonjour Eric et Quentin. Coucou. Salut. Comment ça va? Ça Très va bien, très bien. On est content d'être là, c'est joli. Ouais, le plateau est chouette. La déco est belle. Puis il y a J'aime bien la nos noms lumière. en gros, donc ça nous flatte. Non, puis j'aime bien la lumière, moi. Je trouve que c'est assez joli. C'est classe. Merci beaucoup. Alors, Alors vous êtes comme très mes beau confrères, aussi, voilà. Je commence à tout briller. Ils font que des compliments. Tout le monde est très gentil. Vous êtes génial. alors comme mes confrères de Get Buzzy, je ne devrais pas présenter mes invités, mais je vais le faire quand même. Vous vous êtes rencontrés donc en 2007 en étant tous les deux co-auteurs sur les SAV d'Omar et Fred. Vous y ferez d'ailleurs la connaissance d'un certain Bertrand Delair Tout qui à a fait. coécrit avec vous le spectacle pour lequel on vous reçoit aujourd'hui. Entre-temps, vous avez fait rire des millions de Français avec des sketchs diffusés dans le Petit Journal de Yann Barthès, puis Quotidien. Enfin, en 2019, vous êtes passé par la radio et France Inter avec Le Grand Urbain, une émission dédiée aux cultures urbaines, pour ne pas dire hip-hop. 13 ans d'amitié donc à la télévision, à la radio 13 ans. et même au cinéma, avant de vous lancer sur scène depuis 2020 avec votre premier spectacle, On ne peut plus rien rire, véritable conférence aussi hilarante que sourcée, et c'est très important de le dire, C'est vrai. sur important. l'histoire du rire de moins 1600 avant Jésus-Christ Tout à jusqu'à fait. aujourd'hui. C'est vrai, on traverse les époques, le temps, les Bien siècles. joué. Ouais. Très beau résumé. Ouais. Alors, J'ai tout bon On Ouais. pourrait te l'emprunter. Pas de souci. En vrai, sincèrement, il est très bien. Et donc j'ai une première question qui est assez basique, mais c'est quel a été votre premier rapport avec le rire et l'humour? Ah, Alors, c'est une très bonne question. Moi, j'ai un souvenir d'un jeu de mots que j'ai fait quand j'étais petit et qui avait fait rire toute la classe. Et ça m'avait marqué, c'était complètement nul. Il y avait une cartouche d'encre. Donc, j'avais retrouvé la maîtresse à l'époque, et c'était une cartouche d'encre Schiffer. Elle m'a demandé à qui appartient cette cartouche, et j'ai dit à Claudia. Et ça a fait rire toute la classe, et j'ai pas compris ce qui se et passait. là, c'était l'hilarité Et là, générale. j'étais petit, j'avais 9 ans, et là, comme ça a rigolé, je pense que c'est mon premier rapport avec le rire. Alors moi, c'est mon grand-oncle qui n'est plus de ce monde, mais qui me faisait beaucoup rire. Et en fait, il me faisait une blague, alors un peu datée, vous allez comprendre pourquoi. Mais il s'appelait Jean et il disait salut Jean, donc il te serrait la main, il disait salut, c'est Jean, champion de baby-foot. Tu la comprends? Voilà. Mais champion de baby-foot. Ah, d'accord, Voilà. ok. C'est une blague pour les yeux, Ok, parce que bah plus ouais, personne ouais. ne joue au baby-foot. Et voilà, pour moi, c'est mon premier rapport à l'humour. Et c'est bien la preuve que l'humour est aussi daté parfois. Voilà. Voilà, c'est ça. Exactement. Il peut et être à l'ancienne, On en pardon. reparlera plus tard. Et par contre, à quel moment vous vous êtes dit, parce qu'il y a évidemment les premières blagues qu'on fait à ses potes, mais à quel moment vous vous êtes dit, écrire des textes pour faire marrer les gens, ça va vraiment devenir mon métier? Bah, moi, alors personnellement, j'étais en école de journalisme et j'avais une prof qui s'appelait Elisabeth, qui était journaliste à Libération et qui m'avait dit bon, je sais pas si vous pourriez être bon en journaliste, mais en tout cas, vous savez écrire des conneries, donc vous devriez travailler ça. Et je me suis dit ah c'est vrai, ouais, j'aime bien écrire un peu de la merde, mais voilà, des vannes et tout, comme ça. Et elle m'a dit, continuez là-dedans. Et moi, depuis ce moment-là, ça m'a fait un petit déclic, si je puis dire. Et Un c'était déclic talk. Ouais. Voilà, là, on sent que je suis dans l'humour, là. Voilà. On sent que... J'aime bien celui-là. Ouais. Mais tu vois, comme quoi, elle avait eu du pif. Elle a eu du pif. Et moi, à titre toi, Eric? perso, c'est grâce à Ariel Saraco. En fait, j'avais envoyé des mails pour rigoler. J'avais aucune vocation à faire ça. Mais je m'étais amusé, je m'ennuyais à envoyer des mails. Et elle m'a reçu. Elle m'a dit qu'est-ce que vous aimez faire? Et j'ai dit j'aime bien écrire, mais écrire en soi. Mais je ne connaissais pas le métier d'auteur. D'auteur au sens pour des programmes, etc., d'écrire des blagues. Et c'est elle qui m'a proposé de faire un essai pour le SAV, d'Omar et Fred. Et ça a commencé comme ça. J'ai essayé de faire des petites blagues. Et c'est Ariel parti. Saraco, qui est, voilà, Oui, pardon, qui est Ariel Saraco? des C'est la programmes directrice des programmes à de l'époque. Canal+. Parce qu'Éric, tout le monde n'est pas dans le milieu. Pardon. Voilà. Non, mais je lui dois. Et C'est génial. justement, quoi. pour revenir sur la naissance de votre duo, elle part d'un mensonge. Ouais, Si je dis pas de bêtises, donc à l'époque, vous êtes co-auteur sur les SAV. Vous savez que ça cherche au petit journal. On est contacté, même par le Ouais. producteur à l'époque, qui nous Et- laisse un message. Et vous vous dites, au lieu de se faire concurrence, on va leur dire qu'on est un duo. Est-ce que vous pouvez me raconter ça? Ben moi, je me rappellerai toujours d'avoir eu ce message du producteur qui dit voilà, on cherche un auteur pour le petit journal de Yann Barthès. L'idée, c'était de trouver des petits formats rigolos, etc. Et Quentin aussi avait eu ce même J'ai eu le message. coup de fil aussi, ouais. Et en fait, on a décidé, je pense par pudeur vis-à-vis l'un de l'autre, parce qu'on se respectait aussi. Et je ne sais pas, en fait, aussi trop pourquoi. Je pense qu'on était gênés de se retrouver en concurrence.
concurrence, et presque, j'allais dire, par lâcheté, d'une certaine manière, je ne sais pas comment expliquer, non mais presque par lâcheté, eh ben, on n'a pas voulu accepter cette concurrence-là, donc on a appelé le producteur. Je me rappellerai toujours du coup de fil où j'étais ultra stressé, mais le stress a rendu le ton ferme, alors qu'en fait, c'était pas du tout le cas, et j'ai dit, bah, en fait, on est en duo, donc si on vient, c'est tous les deux, sinon on vient pas. Et puis, surtout dans ce genre d'émission, quand on écrit pour d'autres, c'est pas mal d'être en duo ou en trio parce que, voilà, faut, comme on le dit, il faut, entre guillemets, affronter les gens le matin en conférence de rédaction, vendre tes blagues, tes idées. Et quand tu es tout seul, ça peut, voilà, ça peut surtout vite tourner au vinaigre. Quand tu es tout seul en tant qu'auteur humoristique au milieu d'une assemblée de journalistes sur des sujets qui sont parfois très durs, tu arrives à 9h30 et tu fais la petite blague, et c'est ton métier, c'est-à-dire que c'est une exigence de ton métier, mais effectivement, c'est pas facile. Donc ça nous a sauvés. On assumait le four de l'un. Exactement, on a menti, ça a fonctionné parce qu'on a fait un essai pendant 15 jours ensemble, ça a très bien marché, on faisait semblant de se connaître extrêmement bien, mais surtout en travail, ça a bien marché, et ça nous a, je pense, sauvés, ça nous a sauvés. On n'aurait pas eu cette longévitude. Si on avait été seul, ça j'en suis certain. En tout cas, moi, j'aurais craqué bien avant. Et après, nous sommes devenus influenceurs et nous sommes partis à Dubaï. Voilà. Le mec qui résume la base. En tout cas, ça fait plus de 10 ans que ça dure maintenant. Ouais. Et ça a donné naissance aujourd'hui à un spectacle qui s'appelle On ne peut plus rien rire. Et donc, comme je disais en introduction, donc c'est comme une espèce de conférence, même presque une conférence TED, peut-être pas avec autant de moyens, mais... Non, pas encore. Pas encore. Bah, la salle est petite. Et du coup, donc... On parle de 10 ans au-delà de travail, c'est même 10 ans d'amitié, à travers lesquels vous passez à la télévision, à la radio, au cinéma, vous en arrivez à ce spectacle-là. Comment est né le concept ? Alors, en gros, donc comme vous l'avez dit, on bossait dans une émission quotidienne, c'était un rythme pas possible, on travaillait du lundi au vendredi, 9h, 21h, et ça faisait 5-6 ans qu'on se disait on veut faire un spectacle. Mais on n'avait pas le temps. Et on avait écrit une première mouture où on se disait justement, en gros, on arrivait sur scène, on se disait comment on fait un spectacle, et on racontait cette histoire-là, mais on s'est rendu compte que ça ne marchait pas. Ce qui était assez drôle, l'idée était pas mal. Ça pouvait être creux, mais c'était d'arriver. Non, mais c'était drôle, mais le côté, effectivement, tu arrives, qu'est-ce qu'on fait là ? Et donc, c'était la mise en scène du spectacle, mais ça manquait de fond malgré tout, parce qu'à part auto-centré. Et après, on s'est dit, en fait, quand on va dans une salle de spectacle pour voir un spectacle d'humour, on y va pour rire. Et on s'est dit, mais pourquoi on rit en fait ? Quelle est la mécanique qui fait que tu rigoles en salle quand tu vas voir un humoriste et tout ? Et même nous, de par notre métier, c'est-à-dire on doit faire rire. Est-ce qu'il y a des moments où, oui, on a raté des choses, il y a des choses qu'on a réussi. Pourquoi certaines choses ont réussi ? Pourquoi d'autres ont raté ? Pourquoi ça a plu ? Pourquoi c'est drôle ? Pourquoi c'est pas drôle ? Il y a des sketchs, je me souviens, qu'on faisait parfois, qu'on trouvait, très honnêtement, on n'était pas tout sûr, mais fallait produire. Au moment où tu es lancé, il faut le faire, parce que tu as un rendu à rendre pour le soir. Et il y a des sketchs, on se disait, il est pas terrible, et qui pourtant marchaient très fort le soir. Et à l'inverse, il y a des sketchs qu'on trouvait super drôles, et le soir, ça marchait pas. Ouais, on a essayé, entre guillemets, de trouver une explication à ça, même s'il n'y en a pas. Non, on s'en rend compte avec le spectacle, de pourquoi on rit, mais voilà. Mais c'est intéressant parce qu'en fait, on se rend compte que dans notre société, sur le rire, au fur et à mesure de nos recherches, à quel point c'est fondamental maintenant le rire. C'est-à-dire que tout le monde veut être drôle, tout le monde a besoin d'être drôle, c'est une étiquette sociale. Je pense, et c'est toujours l'exemple que je donne, mais j'en suis certain, je pense que c'est pire de dire à quelqu'un « tu n'es pas drôle » que « tu es moche », par exemple. Parce que « tu n'es pas drôle », c'est l'ostraciser complètement, c'est lui dire « oui, c'est ennuyeux, on l'écarte, il n'existe plus ». C'est terrible, tout le monde veut être drôle. On le voit sur les réseaux sociaux, il y a un besoin d'être drôle. Et on va juger aussi beaucoup l'humour maintenant, beaucoup plus facilement. On va dire c'est drôle, c'est pas drôle. Je rebondis, mais quand même, quand on me dit que t'es moche, t'as le seum. T'as le seum, voilà. Je suis pas content. Quand même. T'as un peu le seum. Mais je pense que tu l'acceptes plus facilement parce que le rire, il y a une espèce de charme, il y a un truc magnétique qui fait que si on dit de quelqu'un qui n'est pas drôle, ce qui peut être le cas, et c'est pas grave, mais pourtant ça sera pris de manière affreuse. Tout le monde veut être drôle. Et pour revenir juste sur la forme du spectacle, donc on l'a dit, c'est comme une espèce de petite conférence, on a vraiment un rétroprojecteur, etc. La forme en elle-même, est-ce qu'elle est née d'une certaine pudeur ? Dans le sens où normalement, les gens qui font du stand-up, ils racontent ce qui leur arrive dans la vie. Vous, pendant très fort. 1h30 de spectacle, donc c'est très analytique, vraiment, c'est en 3 parties, on traverse comme ça les époques pour essayer de comprendre les mécanismes de rire, mais il y a relativement peu de vous finalement, en tout cas de ce qui vous arrive dans la vie. Est-ce que c'était ça le... Franchement, t'as mis très fort, bravo. le point, c'est très juste. Drop c'est mic. très juste. Au revoir, merci. Non, mais c'est qu'en fait,
honnêtement, nous, en stand-up, on serait vraiment éclatés, comme on dit. Il y a des gens très sol. très bons déjà qui le font, et vous en connaissez beaucoup. Donc, Et on aimait bien ce principe de parodier une forme, et on s'est dit, qu'est-ce qu'il y a comme forme sur scène différente? Il y a les TEDx qui sont amusants, où voilà, les mecs, il y a des trucs très intéressants, mais c'est vrai que les mecs se la racontent avec leurs petits micro-casques et tout. Je sais pas, ça nous a il y avait une forme de parodie. Effectivement, la parodie nous sert aussi de point d'appui. Faire du stand-up, on l'a dit, il y a des gens extrêmement doués. Et puis, effectivement, il y a la pudeur. Je pense qu'on n'estime pas que notre vie est assez intéressante pour la raconter. Voilà. Ou en tout cas, on ne saura peut-être pas la raconter de manière intéressante. Mais ce que je veux dire, c'est qu'un mec en stand-up va être très fort parce que, je sais pas, moi, il fait tomber un ticket de métro, il perd son ticket de métro avant de il va en faire toute une histoire. C'est parti. Il y a des gens, je te dis, non, j'y arriverai pas. Et c'est pas, et voilà, et c'est beaucoup de travail le stand-up. C'est énorme. Enfin, vous le savez, c'est énormément de travail aussi. C'est un apprentissage. Ça prend des années, des années, des années. On peut pas arriver comme ça et dire. Un ticket de métro, un ticket de concert aussi. Par exemple. Mais on peut pas arriver comme ça et dire, on va faire du stand-up. Je pense que ça serait même presque un manque de respect. J'exagère, mais si d'une certaine manière, il y a des mecs, on les a vus. Putain, c'est du taf. Et on voulait se différencier aussi dire, comme il y a beaucoup de stand-up, mais qui est très cool, mais on se dit, faut peut-être qu'on essaye de faire autre chose, d'essayer de faire autre chose. Et donc, le sketch commence en écriture. C'est quoi le point de départ? Dans cette conférence-là, donc déjà, il faut le redire, c'est effectivement les recherches. On a fait le spectacle est jalonné d'ouvrages. Et il y a un premier personnage qui arrive, c'est Henri Bergson, qui s'affiche donc à l'écran. Coucou. On décèle bien le rire chez cet homme, comme on dit. Qui est ce monsieur? Bergson, philosophe vitaliste, qui a étudié le rire, l'essai sur le rire est assez simple au final, contrairement à ce qu'on peut croire, et qui développe notamment, pas que, mais 3 points qui sont essentiels et dont on se sert dans le spectacle. Ce qu'on raconte, c'est que, premier point, il n'y a pas de comique en dehors de ce qui est proprement humain. Et Bergson l'exprime extrêmement bien avec un exemple, sont les paysages. Un paysage ne vous fera jamais rire. C'est ce qu'on dit dans le spectacle. C'est-à-dire, tu regardes un paysage, une montagne, tu ne peux pas rigoler, il n'y a rien qui va être drôle. Tu vois une falaise, c'est pas drôle. Mais si tu vois quelqu'un qui tomber d'une falaise, là, il faut un élément. Non, mais ce que je dis, il faut toujours un élément humain ou une apparence humaine. Et on nous dit à chaque fois, non, regarde les animaux, ils peuvent être drôles. Mais les animaux, ils vont nous faire rire parce qu'ils vont avoir une attitude humaine. Un poisson rouge ne va pas te faire rire. C'est que tu l'apparentes à un humain. Exactement. Dès que tu reconnais une émotion ou une attitude humaine, ça va te faire rire. Ça, c'est le premier point de Bergson. Deuxième point, il explique que le comique est cérébral et nécessite une anesthésie du cœur. C'est-à-dire que moins tu éprouves de compassion pour une personne, plus tu as de chances d'en rire. Tu vois quelqu'un glisser dans la rue, tu vas rire. Si c'est quelqu'un de très proche, tu vas pas forcément rire, tu vas peut-être t'inquiéter, etc. C'est le fait de ne pas connaître la personne et de ne pas être aussi cette personne, d'être soulagé. C'est un rire de soulagement au final, de dire je suis pas lui, c'est pas moi qui me tape la honte, donc c'est ça. Et le troisième point, c'est d'expliquer que le comique ne se vit pas de manière isolée, mais il a besoin d'un écho. Autrement dit, plus on est de fous, plus on rit, c'est-à-dire qu'on rit tous ensemble. Plus on va être nombreux dans une pièce. Le rire est communicatif. Exactement. Voilà. C'est comme un bâillement en fait, le rire. C'est que tu vas voir des gens rigoler. Ça va te donner envie de rire. Et un bon exemple, c'est les faux rires. Quand tu regardes des faux rires à la télé, ou par exemple, tu vas rire. Ou le badminton aussi. Tu vois quelqu'un faire du badminton, tu as envie de faire du badminton. T'as envie, voilà, le rire, c'est communicatif. Et effectivement, c'est un propos qui arrive très tôt dans votre spectacle, c'est qu'il faut de l'humain pour provoquer le rire. Et du coup, la question que je me suis posée, c'est est-ce que c'est aussi pour ça qu'aujourd'hui, on rit des autres et on rit rarement avec les autres? Et qu'il y a une espèce comme ça d'ambiance générale dans laquelle on rit beaucoup des autres, mais on rit moins avec les autres. Je le définirais presque comme du ricanement à ce moment-là. C'est de rire des autres, on en parle aussi, il y a une espèce de rire parfois de supériorité. Le rire peut aussi servir à prendre l'ascendant sur l'autre. Tu vois, c'est les petites vannes, les moqueries, le rire etc. d'humiliation en fait. C'est vrai que c'est entre guillemets dans l'époque, on peut se dire que le rire d'humiliation est très présent. Après, on n'a rien contre les réseaux. Mais c'est vrai que sur les réseaux, c'est un rire comme tu dis, de ricanement, de moquerie. Il y a beaucoup plus de ça, parce que l'époque aussi se prête à ça, vu qu'il y a une surmédiatisation de tout. Donc il y a un surplus d'images. Donc à un moment, c'est aussi une manière de la digérer, cette image-là. Donc on a besoin d'en rire. Mais c'est vrai qu'on rit moins avec les autres, encore que, je me dis, dans une salle... Dans une salle de spectacle, effectivement, tu ris avec les autres. Il y a une communion qui se crée. Mais c'est vrai que tu dirais, c'est une bonne question de rire des autres, mais je pense que c'est aussi l'époque un peu qui se prête à ça. Et je pense que c'est aussi amplifié par Internet. Complètement, parce que la culture du même, le fait qu'il y a un espèce de... Il faut choisir son camp, donc il y a des communautarismes, et le rire... Bien sûr, le rire peut être communautaire. Quand on dit rire des autres, c'est finalement, encore une fois, c'est que tu choisis ton camp, tu vas rire contre un autre groupe, et donc ça te permet d'appartenir à ce... Et c'est ce qu'on voit aussi sur les réseaux. C'est pour ça que ce qu'on essaye d'ailleurs de développer dans le spectacle, c'est d'expliquer que le rire est subjectif et il faut accepter ça. Et moi, ce que je n'aime pas, mais je crois
tu n'aimes pas ça non plus, on en a parlé. Je n'aime pas quand les gens disent c'est drôle ou c'est pas drôle. Je trouve que c'est stupide. Il y a une espèce de jugement, en fait. Il faut juste dire je ne trouve pas ça drôle. Voilà, ça, on a le droit. Mais dire c'est pas drôle, il n'y a pas de jugement. Il y a des choses qui vont pas me faire rire, ça ne veut pas dire que c'est pas drôle, c'est juste que ça ne me fait pas rire. Et justement, pour en revenir au titre du spectacle, donc, qui s'appelle « On ne peut plus rien rire », donc qui est évidemment un jeu de mots qu'on aura tous compris. Petit clin d'œil. Le rire, toujours. Est-ce que c'est vraiment compliqué de rire de tout aujourd'hui? Je crois pas. Alors, c'est compliqué, mais il faut le faire. Mais il faut le faire, oui, c'est ça. On va pas dire que c'est un combat, parce qu'on n'est pas là en mode... Mais oui, c'est compliqué, parce que t'es vite jugé sur la moindre vanne, sur la personne sur qui tu fais rire. Donc, ouais, c'est... C'est compliqué, mais il faut l'assumer. Voilà, d'ailleurs, je lisais une interview de Fabrice Eboué ce matin, et il disait un peu ça, il disait c'est mon métier, c'est aussi de faire rire, et ça permet aux gens de prendre du recul sur ce qu'on vit. Et c'est à ça que sert l'humour. Le rire permet de s'éloigner de la pensée de l'affreux, c'est-à-dire on prend du recul et on peut rire, et ça nous aide. Et il y a aussi, j'ai envie de dire, l'endroit où tu fais rire. C'est-à-dire que je pense que j'en suis même quasi persuadé, tu ne peux pas faire les mêmes blagues à la télé à 20h50 que dans une salle de spectacle. C'est aussi l'endroit où tu es, l'auditoire à qui tu t'adresses. Ouais. Mais la question qu'on peut se poser, c'est effectivement, et on l'a posé dans le spectacle, c'est peut-on rire de tout? Mais moi, je pense, on le dit, je pense qu'on peut rire de tout. Après, c'est une manière de faire, mais on peut rire de tout. Sinon... Tant qu'il y a de l'empathie et de la bienveillance. Ouais, et parfois non. Enfin, je veux dire, empathie et bienveillance, le problème, c'est que si on commence à être dans l'empathie et bienveillance, ce que je pense qu'on essaye de faire, paradoxalement, quand je dis ça, mais tu peux aussi te censurer. Je pense qu'on peut rire de tout. Ça peut devenir un peu gnangnan, quoi, un rire lisse. Si et justement, est-ce qu'il y a des sujets que vous avez censurés pendant l'écriture ou pas? Non. Non, je crois pas. Non, ce qu'on dit, c'est que je pense qu'on peut rire de tout, mais il faut accepter le fait que les gens ne rient pas à tout. Et ça, c'est essentiel. C'est-à-dire que j'ai le droit de faire une blague sur n'importe quoi, mais il faut que j'accepte aussi que la personne en face de moi, elle ne rit pas à certaines blagues. Tu vois ce que je veux dire? Si on peut rire de tout, mais on a le droit de ne pas rire à tout. Par exemple, c'est quoi un pépito le soir? Un pépitard. Voilà. On n'est pas obligé de rire. Pas obligé de rire, et pourtant on peut trouver ça extrêmement drôle. Mais c'est pas dire c'est nul, etc. C'est une liberté. Et justement, il y a un passage dans lequel vous faites référence à l'humour scatologique dans votre spectacle. Bon, en gros, pour le prout, quoi, clairement. Le prout, le dire. Et donc c'est l'humoriste américain Doug Stanhope, je ne sais pas si vous connaissez, mais qui dit « Je me sentirai jamais assez intelligent pour penser qu'une de mes blagues peut être plus drôle qu'un P ». Et dans votre spectacle, donc, vous passez en revue plein de types d'humour, le malaise, l'humour noir, l'humour borderline, l'humour misogyne, etc. Et je me suis demandé, vous, quelle est la forme d'humour qui vous touche le plus? Ou le type d'humour qui vous touche le plus? Je pense que c'est l'absurde. Moi, j'aime bien l'absurde. Moi, par exemple, j'aime beaucoup Peter Sellers. Donc, voilà, c'est de l'humour de situation, mais c'est du comique d'absurde où il va faire une réplique complètement à côté, mais ça te fait rigoler, non. Je pense que c'est ça. Après, moi, j'aime bien aussi le four. J'aime bien le raté. Je trouve ça extrêmement drôle, bizarrement. Quand c'est assumé, Quand c'est assumé, un truc raté, que ce soit fait exprès ou pas fait exprès, mais je trouve... Moi, il y a le spectacle de Monsieur Fraise, je trouvais extrêmement drôle. C'était incroyable quand même d'arriver sur scène et pendant 1h30, il y a un problème de micro, est-ce qu'on m'entend, il y a un problème de micro. Mais c'est des répétitifs. Mais c'est d'une précision monstre. C'est génial, en fait. C'est malin, je trouve ça brillant. Mais c'est mon avis perso. Et dans les humours, du coup, aussi, que vous évoquez, vous parlez des guerres de chapelle. Ce dont vous parlez, c'est en gros l'humour populaire vs l'humour intello. Et j'ai l'impression qu'à travers votre carrière, vous, c'est un truc que vous avez toujours essayé de combattre, justement, cette guerre-là de chapelle. Oui, parce que... Je sais pas comment, tu peux injecter un peu de l'intello dans du populaire. Et inversement, c'est ça. Donc en fait, oui, c'est toujours ce truc, est-ce que tu es mainstream, est-ce que tu restes underground, ça marche pour la musique, ça marche pour l'humour. Je pense que nous, on a essayé de mêler les deux, d'avoir par exemple en télé, qui est un média populaire, d'avoir un ton un peu sarcastique, on va dire, tout en étant diffusé sur une grande audience. Mais c'est pas facile à assembler les deux, parce que soit tu es une niche, soit tu es mainstream, et l'entre-deux, souvent, il n'existe pas. En fait, le problème, c'est pas tant les humoristes qui doivent faire un choix, c'est que le public effectue des choix. Alors, ce qu'on dit, c'est on peut rire, encore une fois, on peut rire d'un humour scatologique et de ceci et de cela, mais on a le sentiment qu'on a une époque où il faut choisir un espèce de segment presque comme du marketing. Tu vois, ça va être... Toi, on parlait stand-up. Pourquoi le mec de stand-up, il ne ferait pas d'un coup autre chose? Mais comme c'est tellement de travailler une image que tu ne peux pas t'en écarter. Et tu le sens d'ailleurs. Tu te dis, il y a des humoristes qui font que des persos, d'autres du stand-up. Nous, tu vois, on fait une conférence. C'est vrai que Maintenant, des chapelles, nous, je pense qu'on n'arriverait pas à choisir de chapelle, mais parce qu'on a écrit pour les autres.
qu'on est auteur à la base et qu'on a dû s'adapter à plein de ce qu'on écrivait pour le SAV d'Omar et Fred. C'était pas les mêmes choses que pour les petits journaux et qu'on a écrit aussi pour d'autres encore. À chaque fois, il a fallu s'adapter. Donc, on a mis les mains dans un peu toutes sortes d'humour. Donc on a écrit les discours de Kim Jong-un aussi. Oui, aussi. C'était pas les plus drôles, ceux-là. C'était pas les plus marrants. Et justement, dans le spectacle, toi, c'est Eric, à un moment donné, qui te pose la question de te dire, mais pourquoi on ne pourrait pas être tous les types d'humour ? C'est quelque chose que tu dis, et la question que je me suis posée, c'est est-ce que c'est pas ça le but ultime d'Eric et Quentin, justement ? D'être dans tous les types d'humour et d'avoir à un moment donné un peu... Je vais être très honnête, je pense qu'on ne s'est pas posé la question. Oui, on n'a pas... Non, mais au sens, la chose, c'est-à-dire on fait ce que nous. On a juste un principe maintenant, avec notre expérience et à notre âge, et après tout ce qu'on a vécu de réussite et d'échec aussi. Je sais qu'on fait un truc qui nous fait rire. Et si le truc nous fait pas rire, on le fera pas. C'est juste ça, d'être en accord avec nous-mêmes et pas de se sentir forcé de faire une blague. Oui, de l'assumer jusqu'au bout. C'est de se dire, si ça nous fait rire, on le fait. Et si d'autres trouvent pas ça drôle ou très, c'est pas grave. Mais au moins, tu assumes le truc. Réunir tous les types d'humour, on essaie quand même d'aborder dans le spectacle un peu de tout. Mais justement, parce qu'à travers votre analyse de l'histoire du rire, en fait, vous vous touchez à tout. Avec toi, un côté très analytique, Eric, et toi, Quentin, qui va venir donner l'exemple de ce qu'Eric est en train de raconter. Et justement, en fait, c'était marrant parce qu'au bout d'une heure et demie à la fin, je me disais, mais en fait, tous les humours, ils sont passés. L'humour de répétition, l'humour de la gestuelle. Ce que j'aime bien, c'est que parfois, on ne dit pas certains humours. Mais quand un moment, comique de répétition, il le fait bien. Et c'est drôle, ça, j'aime beaucoup parce que je me dis, il y a des choses, on n'est pas obligé de les dire, on les fait quand même. Et tu vois, c'est intéressant ce que tu dis, c'est que tu en sors et effectivement, si on analyse bien, il y a plein d'autres choses, de l'absurde, il y a plein de trucs un peu cachés. C'est un peu un couteau suisse de l'humour, ce spectacle. Voilà. Arrive aussi le moment des blagues sur les blondes, et donc vous parlez effectivement de l'humour misogyne. Et justement, la question, elle est très simple. Pourquoi c'était aussi important pour vous de parler de ça et de déconstruire à travers ça? C'est très simple, c'est que c'est aussi une remise en question de nous-mêmes en faisant ça. C'est que moi, franchement, j'ai pu faire plus jeune ce genre de blagues misogynes sans me rendre compte que c'était misogyne. Et je pense que grâce à l'époque et ce qui s'est passé et au travail qu'il faut continuer à faire maintenant et apprendre et accepter de déconstruire des pensées sans se sentir agressé, c'est bien de le faire. On a compris beaucoup de choses par rapport à ça. Et je pense que, par exemple, moi j'ai 2 petites sœurs, j'ai une mère évidemment, mais qui ont été victimes et qui sont victimes de ce genre encore d'humour. Et l'humour est un moyen, comme peut l'être l'égalité des salaires ou quoi, mais l'humour est un moyen de victimiser la femme, malheureusement. Donc on a voulu essayer de décrypter ça. Parce qu'en fait, il y a sous l'apparence des blagues, on prend l'exemple des blagues sur les blondes, où c'est la fameuse blague... Oui, qu'est-ce qu'une feuille coupée en 2 pour une blonde? Un puzzle. Voilà. Et là, on rigole. Et si je vous dis qu'est-ce qu'une feuille coupée en 2? Un puzzle, ça ne fait pas rire. Et ce qu'on explique, c'est pourquoi? Parce qu'on n'a pas pris ce dénominateur commun, en l'occurrence les blondes, et on ne s'est pas moqué d'une certaine catégorie de personnes, donc on ne s'est pas senti supérieur à ces personnes-là. Et en fait, on s'est rendu compte aussi en faisant nos recherches qu'il y avait déjà une blague depuis 1600 avant Jésus-Christ de l'Égypte antique qui était déjà misogyne. Et que depuis des années, des siècles plutôt, voire presque 2 millénaires, des clichés sont véhiculés sur les femmes, et toujours sous couvert d'humour. Ce qui est assez vicieux parce que c'est le fameux truc de « Oh bah tu te marres pas, t'es pas drôle ». Alors qu'avec ce prétexte de l'humour pour faire rire d'eux. Mais c'est aussi, comme tu disais, c'est une auto-analyse, si je puis dire. C'est qu'effectivement, c'est pas pour... entre guillemets, se mettre dans le truc MeToo, machin, on saisit l'occasion, c'est pas ça. Mais c'est vrai que nous, on a pu être hyper lourd, je pense, avec des meufs, et ça nous a fait réfléchir là-dessus, qu'en fait, c'est un truc ancestral, que c'est malheureusement ancré en nous, et on essaye de déconstruire ça. C'est important, on le dit aussi, c'est ce que Freud appelle le mode d'esprit tendancieux, c'est un moyen d'exprimer des pulsions agressives sur un mode socialement acceptable. Le mode socialement acceptable, en l'occurrence, s'agit de l'humour. Et donc, avec ces traits d'humour, on rabaisse, on domine l'autre. Ça sert aussi à ça. Et je trouve que les femmes sont très souvent... On le dit toujours, c'est toujours les mêmes clichés. À chaque fois dans les blagues, elles sont trop sottes, trop fragiles. Le fameux truc, tu sais pas conduire, tu sais pas faire un créneau. Là, c'est que des trucs qui sont ancrés. Ou le fameux trop dépensier aussi. Il y a toujours ce genre de choses. C'est un truc de société quand même. J'ai une petite anecdote sur Freud. Il s'appelait pas Sigmund, il s'appelait Asdin. Ah, okay, Asdin Freud. C'est intéressant. Ouais. Personne n'est au courant, mais on apprend des choses. Mais en tout cas, moi, je tenais à vous en parler parce que c'est quelque chose qui revient régulièrement dans le spectacle, qu'il y a un gros passage dessus, et c'est peut-être le propos le plus politique que vous avez dans le spectacle. Oui, mais qui est, à mon avis, mais qui devrait être le plus normal. Tu vois ce que je veux dire? C'est que le fait que ça... On le voit dans les réactions des gens. Moi, ce qui est assez étonnant, c'est qu'on fait exprès d'un moment de faire une... comment on dit? Une frise chronologique où on raconte les blagues à travers les siècles, et notamment de grands auteurs, Voltaire, La Bruyère, on a Sacha Guitry, et qui ont toujours fait des blagues. Et le public rit quand on récite ces blagues.
Ouais, et puis, l'accumulation fait qu'ils se rendent compte qu'il y a un souci. Et parce qu'on a tellement accepté et ancré en nous ce genre de pensée que ça ne nous choque pas. Mais si on déconstruit vraiment les choses, on se dit qu'il y a un problème. Et je pense qu'aussi... Et on dit aussi d'autres communautés. D'autres communautés, il y a beaucoup d'autres communautés, justement. On parle de la communauté LGBT, on parle de la communauté asiatique, enfin, vraiment beaucoup de communautés. Mais je pense aussi dans l'écriture du spectacle, on était en phase de réflexion dans une époque qui interrogeait ça. Donc ça tombait bien. C'est pour ça aussi c'était dans l'air du temps. Patriarcat. Oui. Non mais c'est affolant. Il y a un autre passage aussi dans le spectacle, mais ça revient 2 fois, c'est que donc vous diffusez à un moment donné, et je crois que notamment c'est au moment où il est question de l'humour scatologique, où vous revenez sur pourquoi l'humour scatologique était drôle au Moyen-Âge. Et c'est un moment où vous diffusez un sketch comme ce que vous faisiez à la télévision, quelque part. Et je me suis dit, pourquoi ils ont voulu réinjecter quand même de ce qu'ils faisaient à la télévision dans un sketch qui se fait normalement, dans un spectacle qui se fait normalement au théâtre? Est-ce que c'est de la déformation professionnelle? C'est très stratégique. Non, c'est qu'on s'est dit, il ne faut pas oublier qu'on nous connaît via la télévision, via les sketchs. On s'est dit peut-être que le public qui vient nous voir va avoir envie de retrouver ça et ça nous plaisait, en plus comme on a l'écran, tu l'as dit, c'est une sorte de conférence, ça nous plaisait de réinjecter du sketch dans le spectacle. C'est un clin d'œil, quoi. C'est un clin d'œil. Il dure de 3 minutes et on a un guest dedans. Oui, on a notre ami Fred Testo. Non, c'est un petit clin d'œil qui nous permettait effectivement de rappeler un peu les origines de ce qu'on faisait. C'est tout. Ils n'ont pas de réponse. Très bien. Non, mais et à valeur d'exemple, il a quand même du sens malgré tout, je pense. Et puis il y a un côté, en utilisant l'écran, un peu conférence justement, encore une fois, un peu, parce que sur un grand écran, c'est très impressionnant. Et puis c'était aussi une façon, on va pas se mentir, de se rassurer parce que c'est notre première fois sur scène. Ouais. Donc voilà, on entendait, enfin, tout le monde dit oui, vous allez voir, la scène c'est dur, ça pardonne pas. Donc toi tu rigoles, tu dis ouais, bien sûr. Et puis en fait quand tu arrives sur scène, tu dis ouais, ça pardonne pas. Et on s'est dit, il nous faut quelques béquilles peut-être pour se rassurer au début. Et les sketchs. Non, mais c'est exactement ça. Parce que bien, ils sont rigolos. C'est un métier de monter sur scène. On n'a pas du tout la prétention quand on est arrivé de dire. Les gars, laissez-nous faire. On était ultra flippés. Enfin, à chaque fois on dit non, mais vous avez fait de la télé, c'est facile. Ça n'a rien à voir. Entre sur scène face à des gens qui devant toi rigolent ou peuvent intervenir et à télé où tout est coupé, monté, ce qu'on faisait nous en sketch, on ne voyait pas le public. Donc, même s'ils étaient peut-être 3 millions de fois plus nombreux, mais le rapport il n'est pas du tout le même évidemment. Et sincèrement, je comprends maintenant le côté adorer la scène. C'est-à-dire que tu as un tel rapport vivant avec les gens, tu peux exploser de rire parce qu'il y a des gens, ils réagissent, tu te dis, mais pourquoi? Ils se lèvent, ils peuvent parler il y a quelqu'un qui nous a fait une blague la dernière fois. C'est dingue. Non, mais je trouvais que c'était génial. Quelqu'un nous a fait une blague comme ça en plein spectacle. Et ce qu'on disait tout à l'heure, c'est que l'humour en soi est inexplicable. C'est que sur le même soir, tu vas faire le même texte, il va y avoir les mêmes vannes. Ça rigole énormément sur une vanne et le lendemain, sur la même vanne, ça va être beaucoup plus calme. Et à l'inverse, ça c'est le plus fascinant, je pense. Tu ne peux pas comprendre. Mais c'est intéressant à analyser. Carrément. À travers votre spectacle, donc vous retracez tout l'humour d'hier pour, je pense, essayer de comprendre l'humour d'aujourd'hui. Et la question que je me suis posée, c'est est-ce que vous êtes déjà projeté sur l'humour de demain? Alors, c'est une bonne question. Je pense qu'on ne sait pas du tout de quoi sera fait l'humour de demain. On aurait pu répondre à cette question il y a 10 ans ou 15 ans, parce qu'à un moment, on a vu vraiment l'émergence du stand-up, Jamel Comedy Club, etc. Et il y avait vraiment un passage du 4e mur, avec des personnages, Muriel Robin, qui parle, à la forme a changé. La forme a changé. Le prochain, je pense qu'il y a beaucoup quand même lié à Internet. Moi, je pense que les spectacles vont être dans le métaverse. Au bout d'un moment. Je vois que ça. Enfin, c'est la seule solution. Enfin, je pense qu'il y a des sketchs beaucoup plus construits maintenant. On voit Jérôme Niel. Il y a des choses beaucoup plus vifs. Il y a aussi un terme de rythme. Et il y a peut-être aussi une porosité. Les youtubeurs maintenant montent sur scène, les gens qui sont sur scène vont sur YouTube, ou alors font des streams sur Twitch. Et c'est très bien. Ça s'ouvre, parce que c'est vrai qu'à une époque, les gens de scène faisaient que de la scène, ils faisaient rien d'autre, les gens de télé, de la télé. C'est vrai que tout se mélange et puis tout le monde a sa chance, en fait. C'est ça qui... Mais les gens de scène ont besoin maintenant des réseaux. Vraiment, on s'en est même rendu compte, nous. Les réseaux sont ton propre média qui te permet de faire ta promotion, d'être proche de ton public, donc c'est devenu essentiel. Mais je pense que est-ce que la scène évoluera? Je ne suis pas certain. Je ne vois pas comment elle peut évoluer, parce que finalement, oui, là, en fait, je me contredis, mais on disait, il y a eu Muriel Robin, après, il y a eu le stand-up, etc., mais au final, ça reste juste un micro, un public en face,
et des blagues. Oui, puis tu as Donc, quand même ce rapport direct avec le public. Alors, je sais pas, peut-être que tout sera en distanciel, comme on dit, mais je me dis, il y a quand même un truc voilà, que t'as pas en télé, t'as pas le filtre de l'écran, puis on le dit, le filtre voilà, du le comique web. ne se vit pas de manière isolée. On a besoin de se regrouper pour rire. C'est essentiel. Donc je pense qu'il y aura toujours cette forme-là. Ça marche. En plus de monter sur scène, toi, Eric, tu es également écrivain. Tu viens de sortir ton 5e et dernier roman, Exactement. qui s'intitule Les écailles de la mer l'été aux éditions de l'Olivier, avec un pitch assez drôle. Est-ce que tu peux nous le faire? Waouh, il n'est pas facile ce pitch. Enfin, moi, je suis très mauvais à ce jeu-là. C'est l'histoire d'un type qui se retrouve avec un poisson chez lui, dans un bocal, et qui un jour, en lisant à voix haute un livre, se rend compte que le poisson l'écoute. Et en fait, il se rend compte que son poisson aime beaucoup la littérature. Et alors, il va commencer à lui lire de plus en plus de livres, et le poisson et lui vont entretenir une espèce d'amitié liée à la littérature et à ce monde complètement fou aussi qui les entoure, parce qu'on est dans un monde quand même un peu cinglé en ce moment avec tout ce qui se passe. Et c'est un peu l'entraide entre ces deux, entre ce poisson dans son bocal et ce narrateur qui lui lit des livres, et voir un peu cette relation d'amitié qui naît grâce à la littérature. C'est un livre drôle, pour la première fois j'ai fait un truc drôle. Et donc moi j'ai une double question, je vais peut-être vous prendre au dépourvu. Mais Quentin, si tu as lu le livre, est-ce que tu pourrais m'expliquer en quelques mots pourquoi il faut absolument acheter le livre d'Eric? Et toi, Eric, si tu l'as déjà vu mixer, est-ce que tu pourrais nous expliquer pourquoi il faut absolument aller voir Quentin faire des DJ sets? Écoute, moi je veux dire, il faut absolument acheter le 5e roman d'Eric, parce qu'effectivement, c'est son premier roman humoristique, et je pense que l'humour, c'est ce qu'il sait faire de mieux. Donc, non, mais tu sais que c'est une réflexion intéressante. Alors j'ai envie de dire peut-être que ça lui ressemblera plus que les précédents, finalement. C'est très juste. Non, mais parce qu'en fait, j'ai réfléchi à un truc, c'est qu'avant les romans que j'écrivais, je pense que je prenais une posture un peu sérieuse, presque par complexe et syndrome d'imposteur par rapport à mon travail d'humoriste. Et à un moment, je me suis dit, en fait, c'est comme si je me séparais en deux, et là, je me dis, non, pour la première fois, je me suis amusé, en fait. Et achetez-le, parce qu'avec les royalties, ça te permettra d'aller chez le coiffeur. Voilà. Exactement. Et donc toi, Eric, est-ce que tu peux, en quelques mots, nous convaincre de pourquoi il faut absolument aller voir les DJ sets de Quentin? J'ai fait toutes les soirées de Quentin. J'y allais minot aux soirées de Quentin. La fameuse anecdote qu'il s'amuse à raconter. C'est vrai, quand j'ai débuté en stage au SAV, déjà il mixait, donc j'allais aux soirées, mais je buvais pas du tout. Je buvais que des jus d'orange. Et depuis, il est devenu alcoolique. Donc ça sert à ça de venir à mes soirées. Alors, et puis surtout, en vrai, il mixe trop bien. J'adore le son qu'il met. Vraiment, ça s'enjaille. En fait, ce qui me fait rire, c'est qu'au début, les gens arrivent en mode calme, et puis ça part très très vite. Non, franchement, ça vaut le coup. C'est une forme Enfin, on monte sur scène aussi quand on est DJ. Mais c'est intéressant le rapport au public, de trouver un rythme. Enfin, je le vois dans ce que tu fais. Hein. Et en plus, je peux boire gratuitement. Je fais Bercy avec DJ Snake. C'est cool. Le gros mytho. Mais ça t'arrive encore de faire des DJ sets aujourd'hui? Un peu moins, depuis les confinements, forcément. Mais non, mais là, j'ai d'autres dates de caler. Excellent. C'est vraiment le vieux mec. Et du coup, alors, je me suis dit, comme on a à droite quelqu'un qui mixe, à gauche quelqu'un qui écrit des bouquins, est-ce que vous auriez l'un et l'autre un album de musique à recommander, et toi, un livre à avoir lu dans sa vie? Dans la vie, en général. Ouais, s'il y avait un album de musique à recommander. C'est pas facile. C'est pas facile, hein, je sais. C'est pas facile. Pour toi, je pourrais presque deviner. Moi aussi, pour toi, je pourrais deviner, peut-être. Ah, intéressant. Je pensais que tu allais dire Michael Jackson, quand même. Ou Prince. Peut-être Prince, allez, Prince 1999. Voilà. Je fais un gros pouce à... Ah ouais, c'est ça. Top 1, Prince. Ah merde, il y avait une bonne réponse à donner. Pour moi, il n'y a rien au-dessus de Prince. Les gens qui disent Michael Jackson ont tort. Tu vois, regarde. Plutôt Prince, je savais que c'était l'un ou l'autre qui allait répondre, et il y a des Prince. Un livre? J'hésite beaucoup. Je vais dire un truc que j'ai lu récemment, alors que c'est un classique et qui m'avait complètement échappé. Parce que moi, j'aurais dit Le Rouge et Noir de Stendhal, mais je sais ce que tu vas dire. J'ai dit je sais ce que tu vas dire. Tu sais que il y a un petit souci dans la tête. Non, mais aussi, Le Rouge et le Noir aussi, c'est quand même incroyable. Mais là, en ce moment, celui qui m'a donné une vraie claque, c'est Les Misérables de Victor Hugo. Je trouve que je ne l'avais pas lu. C'est un des classiques qui m'avait échappé parce que, je ne sais pas pour quelle raison. Peut-être parce que j'en avais trop entendu parler. Et en fait, là, ils l'ont réédité en folio avec une couverture de Dubuffet. Il était juste très beau, gigantesque, mais très beau. Je suis témoin, il l'a lu en entier. Oh, oui. Non, ça a duré 1 an. Non, mais c'est vrai que ça a duré un moment, mais c'est génial. C'est génial. Ça faisait longtemps que je me suis pas arrêté exprès dans des cafés pour m'arrêter pour lire, parce que j'étais pris. Et c'est du génie. Il faut pas avoir peur de la longueur. Je vous le dis pour tout. Ouais, c'est bizarre de dire ça, mais c'est vrai que là, tout à fait bizarre. On s'en fout. C'est-à-dire que même s'il est long, prenez 1 mois, 2 mois, 3 mois, 10 ans pour le lire. On s'en fout. On a le temps en fait. Si c'est une page par jour, c'est une page par jour. Faut pas avoir peur des longs romans. Voilà.
Juste avant de se quitter, parce que malheureusement, C'est déjà fini on va devoir se quitter dans une poignée de minutes. Je Mais suis j'avais très 2 déçu. dernières questions J'aimais bien qui ce sont- décor, moi. qui sont complémentaires. Quelle est la blague à laquelle vous ne pouvez pas vous empêcher de rire? Ah, pff. Moi, on en parlait tout à l'heure, c'est horrible, mais c'est un prout, quoi. S'il y a quelqu'un qui pète, moi, ça me fait rire. Alors, c'est nul, hein, c'est hyper régressif et tout. Non, mais- c'est pas agressif, c'est normal. Mais c'est même pas une blague, en plus, parce que... Non, mais c'est un bruit, mais c'est un truc de gêne, et donc il Mm. fait rire, parce que, on l'a dit, c'est un humour enfantin, mais finalement, comme c'est un truc qu'on nous interdit Ouais. enfant, c'est pour ça qu'on rigole. Moi, je pense que c'est en référence, c'est les films de Leslie Nielsen, genre, y a-t-il un pilote Ouais, ou c'est y a-t-il vrai un que flic pour sauver la reine Voilà. Ouais, je peux... le détonateur. Ouais, tu vois, y a-t-il un flic pour sauver le président? Y a-t-il un flic pour sauver Hollywood? Mais voilà, ça, Leslie tellement Nielsen, drôle. je trouve que c'est... On peut que rire. Et à contrario, quel est le dernier truc qui vous a pas du tout fait rire? Poutine. Ouais. Je trouve que là, il est allé beaucoup trop guerre. loin. La guerre. La guerre. Il va vraiment la dénonciation nulle. Un dernier truc qui m'a... Mais qui est censé être drôle et qu'on n'a pas trouvé Non, drôle. vraiment non le dernier truc qui vous a pas du tout fait rire, quoi. Et je dirais même plus loin, quel est le dernier truc qui vous a tellement pas fait rire au point que vous puissiez même pas en faire une blague? Bah ouais, on va dire, ouais, mais c'est trop cliché de dire l'Ukraine, la guerre. La Non, guerre, parce que, la guerre. parce que le pire, c'est qu'on pourrait en faire des blagues. Et d'ailleurs, vous en faites une blague au début de votre Il Oui, faut, c'est il vrai, faut- oui. ouais, parce que Au c'est début de notre encore spectacle, une fois, c'est une manière de dédramatiser, même si c'est dramatique, mais justement pour prendre du recul, on peut en rire. Non, c'est peut-être des propos tenus par des candidats à la présidentielle. Voilà. Donc je vais même Non, pas- oui, alors je te rejoins. Moi, ce qui me fait pas rire, je citerai pas de nom, mais oui, c'est que certaines personnes ont eu des 500 parrainages et honnêtement, j'y croyais pas. Et je me suis dit, la vache, voilà. En fait, c'est que tu Ça n'as fait, voilà. même plus envie d'en blaguer, faire des blagues. Parce que Ouais, c'est pas- Déjà, c'est éculé, tout le monde l'a fait. Donc, ça sert à rien, ça me fatigue. Voilà. C'était le moment pas rigolo. Ça marche. Avant de se le quitter, donc on le rappelle, vous êtes en tournée dans toute la France. Ouais, tout à fait. Ouais. Lille, Bordeaux, Ouais. Arles, Besançon, Toulouse, Troyes, Caen, Auray, Rouen et à Avignon, du Avignon, 9 au 16 9. juillet à 21h45 Oh là à la là, Scala. alors, Ouais, vous êtes bien bravo. renseigné. Hein, Scala Avignon. Provence, C'est la première fois qu'on fait Avignon. Ouais. On est très curieux parce qu'on nous l'a présenté un peu comme l'espèce de festival de Cannes. Du théâtre, du ouais. théâtre. On est curieux, on a peur aussi parce qu'il paraît que c'est plein d'énergie, etc. Mais on a franchement hâte. Et puis c'est très dangereux le soir, apparemment. Il faut Ouais. faire vachement. Oh, ça doit picoler à mort surtout. Ça doit être un bordel. Trop bien. Bah, Mais merci merci beaucoup, beaucoup. Eric Quentin. Je Merci, vous souhaite tout le Click Talk. meilleur. Ouais, merci. C'est trop bien. C'est gentil, merci beaucoup. Et belle analyse. On revient la semaine prochaine. Bah, du bien coup, sûr, parce que c'est- j'ai l'impression que ça s'est bien passé. On peut échangera peut-être, les places. ouais. Non, c'est une belle analyse, merci. Merci à vous. Merci.